Bonjour, on vient de m'indiquer que notre séance peut commencer. Euh, voilà, on est dans une salle, nous avons des tenues un peu hivernales parce que la CGT applique avec rigueur les instructions gouvernementales en réduisant de manière draconienne la température. Donc, nous sommes un peu habillés en sport d'hiver, disons, pour tenir cette conférence. Alors, conférence, elle est place dans le cycle que nous avons organisé depuis maintenant bien longtemps autour de l'histoire de la CGTU. Et si je résume dans la dernière période, nous avons déjà eu deux conférences, l'une qui traitait de l'action et de l'implantation de la CGTU dans le bâtiment, cette conférence que Stéphane Siro nous avait présentée, et la deuxième conférence qui a eu lieu le 22 novembre sur la CGTU en Saône-et-Loire, implantation, pratique et indiscipline locale que Morgane Poggioli nous avait présenté. D'ailleurs, ces deux conférences sont accessibles sur le site de l'IHS. Vous pouvez donc les réécouter en connaissance, ou les réécouter sans modération. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre, dans un temps assez frisqué. Donc, Alain va réchauffer l'atmosphère parce qu'il va nous parler d'un sujet qui prend sens dans l'intitulé des autres conférences, puisqu'on l'a intitulé Action et implantation de la CGTU parmi les postiers. Il s'agit des postiers. Aujourd'hui, nous allons parler des postiers. Et Alain est un postier pur porc, si j'ose dire. Il est rentré comme auxiliaire au PTT et il a assez rapidement, par la voie de la promotion interne et des concours divers que tu as passés, tu as atteint le grade d'inspecteur, monsieur l'inspecteur des PTT. Et donc, il a bien évidemment eu une activité importante. Il a travaillé au centre de tri paquet de Pantin. C'était Aulnay-sous-Bois. Ah, c'était à Aulnay-sous-Bois, donc c'était dans le coin en tout cas. Et à ce titre, il a été un des dirigeants de la grève de 1974, qui est une grève légendaire dans l'histoire sociale de la dernière partie du XXe siècle. Il a parallèlement milité à l'UGICT et il a été un des constructeurs de l'Union générale des ingénieurs techniciens et cadres dans le département de Seine-Saint-Denis. Et il a intégré évidemment des responsabilités fédérales aussi, puisqu'à partir de 1979, il a été membre du bureau fédéral de la fédération et il a ensuite accédé au secrétariat général de la fédération en 1998 et il est resté secrétaire général jusqu'en 2004. En 1998, il avait d'ailleurs succédé à Maryse Dumas, qui est présente à notre conférence. Il a été aussi parmi ceux qui ont impulsé la création de l'Institut d'histoire sociale de la Fédération. Et dans le même temps, dans la même période, il a activement participé aux initiatives de l'IHS national, que ce soit des colloques, etc., des colloques, mais aussi aux organismes de direction de l'Institut national, puisqu'il a été pendant très longtemps membre du bureau de l'Institut. Parallèlement, comme il s'ennuyait un peu, il a aussi écrit quelques ouvrages, de multiples articles, évidemment, dans la presse de l'Institut de la FAPT, et également deux livres, deux ouvrages. Un ouvrage qui s'intitule du bulletin officiel à la communication d'entreprise, le cas de la Poste et de France Télécom. En 1998, il a publié cet ouvrage qui est une analyse syndicale, disons, des politiques de communication de la Poste. Et également, il a écrit, c'est très important, une biographie syndicale et politique de Georges Frischmann, qui a été le dirigeant historique emblématique de la CGT. Je veux dire un mot sur, et puis je lui laisserai bien sûr la parole, parce qu'il va nous parler de la CGTU dans la fédération, de la fédération postale de la CGTU. Cette fédération a joué un grand rôle dans l'histoire de la CGTU, parce que d'abord c'était une fédération
numériquement, qui comptait beaucoup dans l'architecture des organisations qui composaient la centrale unitaire. Et elle a joué un grand rôle parce qu'elle a aidé, je peux en parler, parce que j'ai travaillé sur le syndicalisme des indirects et j'ai rencontré fréquemment la Fédération postale dans des alliances diverses selon les époques, mais toujours très constantes sur, comment dire, sur l'animation de la ligne de vraiment à gauche, à l'intérieur du mouvement syndical des fonctionnaires. Donc, la Fédération postale est dans cette histoire d'une manière très importante, mais Alain va vous en parler mieux que je ne puis le faire avec ces quelques mots, et donc je lui laisse la parole. Merci. Bonjour. D'abord, je pense aux copains qui m'ont aidé dans ce travail, puisqu'on avait un projet, avant que tu me sollicites, de faire un numéro spécial de notre trimestriel, le relais, de l'IHS de la FART. Et donc, on avait entrepris un travail. Mais après, j'ai assumé la responsabilité tout seul, évidemment, de ce que j'ai retenu, ajouté ou modifié. Mais je pense aux copains qui m'ont aidé parce qu'ils m'ont fourni un tas de documents. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je pensais à une citation de Victor Hugo, mais lui, il parlait de la Révolution française. Moi, je parle seulement de cette conférence. Il disait « Il y a plus de terre promise que de terre conquise ». Et le fait est, quand j'ai vu la somme de documents auxquels il était possible d'accéder, alors en même temps, les documents, il y a ceux qui sont en bon état, mais au niveau de la fédération, par exemple, nous avons une collection complète de journaux de la Fédération postale unitaire, mais ils sont dans un état qui ne nous permet plus de les manipuler. Et donc, il faudra évidemment qu'on se penche sur cette question, parce que je pense que ça peut servir dans la profession, mais bien au-delà. Alors, je vous présente le plan. C'est utile. D'entrée, je voudrais dire un petit mot sur les PTT au 19e et au 20e siècle. Je vais vous dire, je me suis mis dans la peau d'un citoyen français aujourd'hui. Et quand je vois ce que sont devenus la Poste et les télécoms, je me dis que leur importance au 19e et au 20e siècle était sans commune mesure supérieure. C'était un enjeu important et ça me paraissait utile de revenir sur ce que c'était. La jeunesse du syndicalisme dans les PTT, la création de la FPU, tout ça rapidement. Les divergences au sein de la FPU. Parce que, par exemple, si Georges Frischmann nous a produit des travaux irremplaçables sur la vie de la FPU, sur son combat, sur ses affrontements, etc., il y a quelques aspects qu'il n'a pas traités. Je pense aux divergences à l'intérieur de la Fédération postale unitaire. J'ai essayé, à partir de sources, dans les limites de ce que j'ai pu trouver, de les aborder. Un petit mot sur rationalisation et crise de 29, l'action revendicative de la FPU, l'organisation, puis la propa. Je n'ai pas travaillé comme un historien, j'ai travaillé comme un syndicaliste. Quand on se penche sur une organisation, on se dit, en termes d'organes, en termes de politique revendicative et en termes de propa, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Donc, ça m'a paru important de travailler ces trois axes. Un point particulier sur l'action de la FPU parmi le personnel féminin, parce qu'il y a une identité forte autour du salaire égal pour travail égal. Les rapports CGTU pour, comment dirais-je, comprendre ce qui se passe à l'intérieur des PTT, et évidemment la réunification dans les PTT. Alors, le premier point, c'est les PTT du 19e au 20e siècle. Rassurez-vous, je ne vais pas énumérer, hein, je vais très vite. Mais c'est à partir de 1603 que la Poste peut transporter les objets de correspondance privée en plus des documents officiels. Au 19e siècle, elle s'empare des progrès techniques, elle se transforme profondément. Donc, elle n'a pas peur des progrès techniques au 19e siècle, c'est ça que je veux dire. Elle s'en empare, elle les utilise. Grâce à la vapeur, ses paquebots sillonnent les mers. Grâce au chemin de fer, ses wagons acheminent le courrier. Dès 1830, le facteur distribue le courrier dans les campagnes. Depuis 1863, il travaille 7 jours sur 7. Et je crois que c'est Albertès, lors de la Commune de Paris, qui permet au facteur de se reposer le dimanche après-midi. En 1880, la Caisse nationale d'épargne de la Poste ouvre ses portes. En 1918, c'est au tour des chèques postaux. En 1912, elle effectue le premier transport de courrier aérien. En 1927, l'aéropostale est fondée. De nombreux ouvrages relatent les exploits insensés de ces pilotes dont la devise était « Il faut que le courrier passe », une formule que ne connaissent absolument pas les managers de la Poste d'aujourd'hui.
En passant, l'aéropostale est aussi l'objet d'un des scandales des années 30, politico-financiers. C'est ce qui lui arrive aussi. Quelques semaines avant la création de l'aéropostale, la création de la poste automobile rurale. Elle désenclave les campagnes, elle y distribue courriers et colis et transporte les voyageurs. Le téléphone connaît des débuts plus tourmentés. À son sujet, les affrontements tournent autour de 3 questions: le monopole, le service public et l'autonomie. Le budget de l'État ne consacre pas assez d'argent à son développement. La responsabilité en est transférée aux collectivités territoriales par le biais des avances remboursables. Cela produit un réseau mal bâti, mal équipé. Comme c'est du financement local, on privilégie les chemins vicinaux, mais on oublie les nationales. Et cette façon de construire le réseau va peser lourd comme handicap dans son développement ultérieur. Le personnel est mal payé. En 1921, Henri Fayol publie une brochure intitulée « L'incapacité industrielle de l'État, les PTT ». Il dénonce les vices d'administration, parmi lesquels l'absence de bilan et de programme d'action à long terme. En 1923, la loi du 30 juin institue un budget annexe des PTT lui promettant enfin l'autonomie au terme de débats entamés en 1880. En vérité, le compromis repose sur des lectures différentes qui satisfaient ses auteurs. Ceux qui défendent le service public prétendent y trouver leur bonheur, et en même temps, ceux qui rêvent d'en faire une entreprise privée aussi. Ça reste un compromis difficilement équilibré. L'autonomie, en vérité, ne sera jamais réalité. Par l'intermédiaire du ministère des Finances, les PTT restent bridés par les choix des gouvernements qui considèrent le plus souvent que leur rôle est d'alimenter les ressources de l'État ou des banques plutôt que de développer leur activité au service du public. Dans cette France où 58% de la population vit dans des communes de moins de 2000 habitants, les PTT assurent quotidiennement la distribution du courrier, les liaisons télégraphiques et téléphoniques, le transport des voyageurs, participent à la collecte de l'épargne. Leur rôle économique, social, culturel est essentiel. Le personnel est mal rémunéré. Sur 10 ministères étudiés, ses rémunérations se classent au 8e rang et sa charge de travail est harassante. Pas étonnant alors qu'il considère sa situation comme proche de celle des travailleurs de l'industrie. À ce propos, j'ai relevé lors de sa participation à son premier congrès confédéral une déclaration d'Adèle Lecoq au congrès de la CGTU de 1931. Je cite, « Nous, à la FPU, nous faisons tout notre possible pour faire comprendre aux femmes que, comme vous, elles sont des ouvrières, que leur intérêt est de s'unir avec les femmes travailleuses des usines et des entreprises. » Donc là, c'est clair, le ressenti, il est plus tourné vers les ouvriers des usines que vers les fonctionnaires des autres ministères. En deuxième point, donc, la jeunesse du syndicalisme dans les PTT et la création de la FPU. Alors, le syndicat national des ouvriers des PTT se constitue en 1899. Il adhère à la CGT et revendique la thune, 5 francs par jour. En 1900, c'est au tour de celui des sous-agents, les facteurs, de voir le jour. Sous la pression de Millerand, il disparaît puis réapparaît en 1905. En fait, il fallait qu'il reste une association pour être acceptable. Il n'a pas voulu, il est devenu un syndicat, il a subi la pression, il n'y a pas fait front, il n'a pas résisté, et donc il a disparu, puis il est revenu. En 1900, c'est aussi l'apparition de l'association des agents. Ça concerne les employés et les cadres. Elle multiplie, les interventions auprès des parlementaires socialistes et obtient quelques succès. En 1905-1906, le trafic croît fortement, mais pas les effectifs. Le favoritisme est une règle de gestion du personnel et le droit syndical devient une forte revendication. En 1906, la grève des facteurs de Paris-RP, c'est la recette principale de la rue du Louvre, qui s'est transformée ces derniers temps. La grève de Paris-RP s'étend dans la profession, notamment à Paris, au point que les grévistes peuvent tenir jusqu'à 4 meetings en même temps dans la capitale. Le pouvoir répond par des violences policières et révoque 380 facteurs. En 1909, 2 grèves se déroulent, mais cette fois, toutes les catégories sont impliquées. Aux revendications précédentes s'ajoute une question de santé, la lutte contre la tuberculose qui se développe en raison de locaux vêtus, trop petits, remplis de poussière. C'est une maladie que les postillons ont dû combattre longuement. Manifs s'enchaînent malgré les violences policières. Le pouvoir utilise l'armée, la magistrature, la police contre les grévistes. Le CCN de la CGT appelle au soutien. De ce que j'ai compris, à part quelques mouvements dans le bâtiment, il ne s'est rien passé. Le comité fédéral de grève
au PTT donc, édite un appel sous le nom de Fédération nationale des PTT. Clemenceau promet de donner satisfaction. Le travail reprend. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Dans les semaines qui suivent, les sanctions pleuvent. Le 11 mai, le gouvernement Clemenceau prononce 228 révocations. La grève reprend le 14 mai. Le 21, elle s'arrête. Il y a 805 révoqués. Clemenceau battu, Mitterrand revient au PTT. Plusieurs revendications sont alors satisfaites. 500 révoqués sont réintégrés. La création de la FPU maintenant. Début 1910, la première fédération nationale des PTT voit le jour. En fait, dit Georges Frischmann, les 3 organisations constitutives conservent leur complète autonomie. Seule l'amitié forgée dans les combats de 1909 maintiendra leur cohésion jusqu'à la guerre. Donc les 3 orgas, c'est celles que j'ai citées précédemment, les syndicats de catégorie. En 1916, la fédération se disloque, minée par les heurts entre les catégories, les questions de personnes, mais aussi probablement en raison de divergences de fond. Du 28 au 30 août 19, la deuxième fédération postale est constituée, elle adhère à la CGT. Son deuxième congrès se réunit du 15 au 18 juin 1921. Là, c'est l'ère de la scission qui apparaît. Henri Reynaud intervient. Il justifie la création des comités syndicalistes révolutionnaires, les CSR. Ils ont, selon lui, été créés contre la collaboration de classe qui atteint son apogée pendant la guerre et qui subsiste, contre le corporatisme étroit, le cotonnement dans le bavardage sur les seules revendications corporatives, contre l'inaction de l'internationale syndicale d'Amsterdam, alors que la situation des travailleurs des pays capitalistes empire. 2 motions s'affrontent alors, celle des réformistes et celle des révolutionnaires. La première, celle des réformistes, obtient 159 voix, la seconde, 129. Si dans leur majorité les postiers sont réformistes, la minorité révolutionnaire est incomparablement plus importante que dans le reste de la fonction publique. En avril 22, les congrès des 3 syndicats nationaux catégoriels se tiennent parallèlement. Une majorité d'ouvriers, une majorité d'employés et une minorité d'agents se réunissent le 23 avril et constituent la Fédération postale unitaire. En juin 22, Henri Gourdeau et Henri Reynaud sont élus à la CE de la CGTU. Les divergences au sein de la FPU. Donc là, j'ai essayé de défricher un peu parce que je n'avais pas beaucoup de sources sur cet aspect-là, mais je pense qu'on peut en trouver d'autres avec du temps et de la patience. La FPU n'est pas monolithique. Les questions y font débat et affrontement. La consultation des archives ne permet pas toujours les nuances et d'en identifier tous les protagonistes. La pétition des 250. Le 25 octobre 1925, Marie Couette, membre de la commission exécutive de la FPU, figure parmi les 250 communistes, signataires d'une lettre adressée à l'Internationale communiste. Sa critique est sans équivoque. Elle dénonce la brutalité du PCF dans la mise en œuvre de la bolchevisation, la faillite des cellules d'usine, un bureau politique omnipotent au service d'une fraction. Elle propose de simplifier l'appareil et de le mettre au service et sous le contrôle du parti. Concernant la campagne pour l'unité syndicale, elle la qualifie d'échec complet dont les dirigeants du parti et de la CGTU portent l'entière responsabilité. Elle demande la reprise du mot d'ordre et de la campagne unitaire, non plus bien entendu sur des bases de bluff et d'exagération verbale, mais de loyauté, de franchise et avec la volonté d'aboutir. Autant de sujets qui devaient susciter des débats au sein de la FPU, dont Henri Gourdeau était alors le secrétaire général, mais aussi membre du comité central du PCF et secrétaire de sa commission syndicale. La valse des secrétaires généraux. De 1922 à 1931, il y a Lartigue, Delpy, Gourdeau, Taillard, à nouveau Gourdeau, qui se succèdent à la tête de la FPU. En 1924, au congrès de la FPU, le rapport d'orientation et une motion présentée par Lartigue sont rejetés. Ce dernier, d'accord avec l'affiliation à l'ISR, défenseur de la révolution russe en même temps que partisan d'autonomie des syndicats vis-à-vis des partis politiques, et opposé à la création de la commission syndicale du PCF, démissionne. Taillard, lui, est plusieurs fois candidat du PCF lors d'élections à Paris. Fin 1929, il quitte le PCF pour le Parti ouvrier paysan, puis pour le Parti d'unité prolétarienne. En juin 1933, au scrutin municipal du quartier Picpus, Gourdeau et Taillard s'affrontent. L'Humanité du 29 juin qualifie ce dernier
de renégats au service des industriels et le classe parmi ceux qui, face à la répression de 1929, ont cédé et changé de camp. Le cas de la Fédération de la jeunesse des PTT. Là aussi, je n'ai pas trouvé, de documents sur son organisation dans les PTT, mais j'ai trouvé que dans les années 1900, il existe dans la CGT certaines de ces fédérations une organisation de la jeunesse. Selon le préambule des statuts, j'ai trouvé les statuts de celle du bâtiment, il s'agit d'un groupement de camarades confédérés, on est en 1900, se donnant pour but principal l'éducation intégrale de ses adhérents et la propagande aux exploités par la parole, l'écrit, l'exemple et l'action. Il existe au sein de la FPU une fédération de la jeunesse des PTT. En 1925, elle mène avec les boulistes, c'est-à-dire les télégraphistes du Central Télégraphique à Paris, des jeunes de 14 à 15 ans, et malgré les menaces et les sanctions d'une grève, une grève de 8 jours victorieuse. L'administration prétendait ne pas leur payer une allocation de 500 francs, pourtant prévue par un accord. La vie syndicale, le journal de la CGTU de mars 1925, met en valeur ce succès et termine son article par ces mots. Le mouvement qu'ils ont entrepris développera en eux les sentiments les plus nobles, que leur grève serve d'exemple aux plus jeunes travailleurs qui n'ont pas su jusque-là s'organiser solidement pour la défense de leurs revendications. Quelques années plus tard, le Conseil national de la Fédération décide l'intégration complète des jeunesses dans la Fédération. Jean Grandel, lors du 4e congrès de la FPU en 1930, déplore la chute des effectifs de l'organisation de jeunesse. Je cite ce qu'il dit. « Nous avions confiance dans ces camarades des jeunesses. Nous ne les avons pas assez surveillés. Nous n'avons pas été assez énergiques. Mais le fait est là, brutal. » Il poursuit en interpellant le camarade Jeanne, animateur sanctionné de la grève de 25. Le désaccord porte évidemment sur l'orientation et notamment sur la conception de l'unité et sur l'indépendance syndicale. Jean Grandel et la charte d'Amiens. Dans leur livre, que je vous recommande, Jean Grandel, un homme du peuple dans l'histoire, écrit par Daniel Ledoux et Henri-Claude Bonnet, ils évoquent ces affrontements qui animent la vie de la FPU. Lors du Conseil national de la FPU en septembre 1929, Jean Grandel montre que systématiquement le gouvernement intervient dans les conflits entre les travailleurs et le patronat en utilisant tous ses moyens de coercition contre les travailleurs. Je le cite, « Dès lors, la lutte est transposée sur le terrain politique. Dans ces conditions, aucun travail utile n'est possible sans une organisation politique claire. C'est dans ce sens que, avec l'appui des masses ouvrières, le dernier congrès confédéral unitaire a affirmé le rôle dirigeant du Parti communiste. Concernant la charte d'Amiens, si celle-ci fut une saine réaction contre le maquignonnage parlementaire et contre l'esprit de collaboration de classe du Parti socialiste, le mouvement syndical est tombé dans l'excès contraire. C'est en rétrécissant la signification de la politique au jeu parlementaire que notre syndicalisme d'avant-garde a émis le paradoxe, et je trouve vraiment sa citation fantastique, a émis le paradoxe fantastique de pratiquer la lutte des classes apolitique. Henri Gourdeau et le bloc fédéral. Le 1er juin 1930, Henri Gourdeau est secrétaire général de la FPU. Il est en liberté provisoire après un emprisonnement de 10 mois en raison de son activité syndicale. Il est toujours sous la menace d'une décision de justice ou d'injustice plutôt. Il conclut les travaux du 4e congrès de la Fédération. En son absence forcée, les secrétaires fédéraux ont assumé la direction de la Fédération. Il le dit sans embâche. Il y a un bloc fédéral, il y a un bureau fédéral qui forme un bloc. Pas de fissure dans ce bloc. L'accord est total. Camarades, nous sommes à la tête de la Fédération, un bloc communiste. Nous sommes membres du Parti communiste. Le secrétaire de la Fédération appartient depuis toujours au comité central de ce parti. Nous y apportons donc toute la pensée, tout l'esprit, toutes les directives, toutes les méthodes du communisme international pour diriger le mouvement syndical. Il qualifie plus loin le Parti communiste de véritable armée de choc contre le capitalisme. Il dénonce les méfaits, les violences des capitalistes et de leurs alliés à l'échelle mondiale, les social-fascistes. En France, il dénonce la participation des socialistes à l'organisation bourgeoise. Il termine son intervention sur un objectif très clair. Il faut serrer les rangs, il faut se préparer aux batailles de demain qui seront la préface de la bataille décisive qui renversera la société bourgeoise établie sur l'exploitation et le vol pour mettre la classe ouvrière au pouvoir par l'instauration de la dictature du prolétariat. Donc il y a une affirmation très claire. Je suppose qu'elle n'était pas partagée, sinon il n'aurait pas parlé du bloc en ces termes.
mais tous les éléments du débat, je ne les ai pas trouvés. C'est pour vaincre la tour. La rationalisation et la crise de 29. Je vais vous dire qu'en lisant un peu sur la rationalisation, je me suis retrouvé dans des séances entre partenaires sociaux où le DRH déroulait avec le PowerPoint une série d'éléments d'une rationalité incontestable. J'ai trouvé qu'un siècle après la rationalisation, en fait, c'était les mêmes racines. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je revienne là-dessus. Donc, après la Première Guerre mondiale, la France doit se reconstruire. Les patrons et leurs relais politiques regardent avec envie les succès de l'économie américaine. Ils veulent copier ces méthodes. La rationalisation devient leur credo. Je cite. Taylor, c'est l'organisation scientifique du travail de l'ouvrier. La rationalisation, c'est l'usine tout entière soumise au scientific management. Résume Jean Inous dans sa thèse qu'on peut lire sur Gallica et qui est parue en 1935. En 1919, Édouard Herriot, radical, homme politique incontournable de la Troisième République, dans l'ouvrage qu'il publie, Créé, dévoilait l'objectif des classes dirigeantes. Il faut poursuivre l'amour commun du travail et du devoir et pour cela utiliser la science. Je cite, « Connaissance complète de tous les facteurs qui interviennent dans un phénomène déterminé, elle doit régir toute l'industrie, pareillement, c'est elle qui devrait diriger l'État. » En clair, avec la rationalisation, plus de lutte des classes. Au travail, dans le pays, la science avance des solutions rationnelles et uniques qui s'imposent à tous. Je trouve que c'est un moment fort qui mérite d'être travaillé. La CGT confédérée, au congrès de 27, voit d'un bon œil cette nouvelle organisation des entreprises qui, à l'exemple américain, je cite, ne ramène point à l'exploitation intensive de la main-d'œuvre individuelle, que son application comporte l'agrément et la coopération des salariés et qu'elle entraîne pour ceux-ci, ainsi que pour la collectivité tout entière, des avantages indéniables. La CGTU, dans son congrès de Bordeaux, la même année, en 27, écrit que selon le patronat, je cite, « la rationalisation viserait à augmenter la production en diminuant l'effort et la peine du travailleur en élevant son niveau de vie. » Elle constate qu'il fait l'inverse, s'attaque au droit des travailleurs et lui oppose évidemment la nécessaire mobilisation. Sur la crise de 29, parce que cet environnement rationalisation et crise, c'est ce qui entoure en fait toute la période des batailles revendicatives des années 20 à 30. C'est pour ça que c'est utile d'avoir quelques repères. Pour la CGT, la crise de 29, c'est une anomalie du système capitaliste à laquelle elle oppose la rationalité d'un plan. Pour la CGTU, c'est le développement et l'aggravation de la crise générale du capitalisme à laquelle elle oppose l'action. Il y avait même un peu d'optimisme dans l'idée que c'était sa crise et qu'il pourrait en souffrir beaucoup. Voyons maintenant l'action revendicative de la FPU. Faire aboutir les revendications, c'est la raison d'être de la FPU. Elle ne cherche pas à y parvenir par les discussions de salon. Elle sait qu'elle doit créer le rapport des forces en organisant des grèves et des manifs qui rassemblent le plus grand nombre. Pour vaincre la menace constante de la répression, elle doit donner confiance par la justesse des revendications et la légitimité des luttes. Le droit syndical n'est à l'époque pas reconnu aux fonctionnaires. En 24, le cartel des gauches refuse de leur accorder le droit de grève, mais noue des relations avec leurs syndicats. Les réformistes, lors de ces relations, ainsi que dans la participation à de nombreuses commissions extra-parlementaires, s'épanouissent alors dans la collaboration de classe. Quant à elle, la FPU est reçue par l'administration quelques rares fois en raison de la force d'une lutte. Pour le reste, soit les autorités l'ignorent, soit c'est elle qui refuse parfois toute relation avec les autorités. Les militants et militantes de la FPU sont présents dans tous les grands combats de la CGTU. Le soutien à la grève des métallos, des dockers et des marins du Havre, contre l'occupation de la Roure, contre la guerre du Rif, notamment. À chaque fois, la liste est longue de celles et ceux qui connaissent la répression. Arrestation, emprisonnement plus ou moins long, condamnation, suspension de fonction, déplacement, révocation. Pouvoir d'achat et solidarité entre les catégories. Les revendications qui reviennent le plus souvent portent sur la défense du pouvoir d'achat par la demande de revalorisation des traitements et des reclassements catégoriels. À l'époque, on compte pas moins d'une 50aine de catégories différentes dans les PTT.
Dans la bataille des PTT, un des journaux dont je parlerai ultérieurement, on peut lire ces quelques lignes qui tranchent avec le climat de jalousie, de suspicion, de division qu'entretiennent les réformistes entre les catégories. Je trouve que cette citation, à mon avis, elle est toujours d'actualité. Le syndicalisme est la défense des intérêts communs à tous les travailleurs. Leur défense ne saurait donc être dirigée contre d'autres travailleurs, mais contre ceux qui les menacent, et qu'un programme commun est possible en évitant tout conflit entre les catégories. Toutes les catégories sont solidaires les unes des autres et doivent se défendre. Et l'élaboration des cahiers de revendications, tant générales que particulières, doivent toujours faire l'objet d'une entente préalable entre toutes les catégories avant d'être présentées à la partie adverse et non pas prendre une position favorisant le jeu du pouvoir. Je trouve vraiment, par rapport au comportement des syndicats catégoriels en général dans le secteur public, ça tranche vraiment comme orientation. La question du pouvoir d'achat est souvent évoquée dans les réunions internes. Il faut construire la revendication, veiller à la cohérence des revendications entre les catégories, mener une campagne de mobilisation. C'est alors l'heure des meetings, durant lesquels fréquemment les orateurs confédérés et unitaires se retrouvent pour exposer contradictoirement leurs thèses. Les principaux militants de la FPU sont tous engagés politiquement. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Il faut lire leurs interventions sur la question essentielle du pouvoir d'achat pour vérifier qui et elles se comportent en syndicalistes authentiques et crédibles. Ils et elles connaissent la vie des services, des catégories, maîtrisent parfaitement leurs préoccupations et leurs aspirations, aussi bien que la complexité des règlements de l'administration. La bataille des PTT évoque Jean Grandel et dit « Il est certainement le militant de la corporation connaissant le mieux la question des traitements et seul à pouvoir répondre victorieusement à coups d'arguments et de chiffres au projet de l'administration et du gouvernement. » J'ai lu une de ses interventions dans un congrès confédéral de la CGTU sur les questions de la parité franc-or, franc-papier. Ça fait plusieurs pages, c'est d'une densité et vraiment ça portait. Les différentes raisons d'agir. Les luttes sont nombreuses dans la profession. En 27, il y a même une grève du rendement. Le travailleur parisien reproduit l'appel du Conseil national. À la sous-rétribution, à la sous-revalorisation de nos traitements, opposons cette première mesure. Méthodiquement, rationnellement, lentement, mais sûrement, sans observation, accomplissez votre travail quotidien. N'exécutez réellement que ce que vous avez à faire. Ayez tous le plus grand respect des règlements. Ils sont votre sauvegarde. Appliquez-les. Les luttes dénoncent aussi l'offensive des trusts, notamment américains, qui veulent s'emparer des services rentables, je pense notamment aux télécommunications, aux téléphones, réclament des effectifs pour répondre aux besoins croissants du public et améliorer les conditions de travail, moderniser les locaux souvent insalubres, s'opposent au décret du 21 décembre 28 reculant les limites d'âge pour la retraite. Le budget discuté et voté annuellement par le Parlement est un rendez-vous revendicatif régulier. La FPU en profite pour défendre ses revendications, dénoncer les scandales et rendre compte au personnel de l'attitude des différents groupes parlementaires. Dans les grèves qui marquent la période, on peut évoquer celle des facteurs de Paris RP en mai-juin 29. Ces derniers s'opposent à une réorganisation de la distribution et à une retenue sur salaire. Retenue dont les facteurs ne contestent pas le principe. En effet, le secrétaire d'État vient de décider que l'indemnité d'habillement sera désormais soumise à cotisation pour la retraite. Mais il veut prélever la cotisation annuelle en une seule fois. C'est trop lourd pour les facteurs. Les facteurs obtiennent satisfaction sur la suppression de la retenue et la revalorisation des traitements avec effet du 1er janvier de l'année. 191 d'entre eux sont suspendus et frappés de peine d'exclusion de 10 jours à 2 mois. Grandel et Fleury sont révoqués. Je pense que c'est le Front populaire qui les réintègre. Pour terminer sur ce chapitre largement développé et étayé par des sources solides dans l'ouvrage de Georges Frischmann sur l'histoire de la Fédération, je veux évoquer une anecdote qui met en scène un personnage trouble, Jean Bello. C'est un des dirigeants du syndicat national des agents. Il deviendra préfet à la Libération et on l'appellera le préfet aux chiens parce qu'il lancera les chiens contre les grévistes. Comme il existe alors 2 CGT, il y a aussi un cartel des services publics CGT et un cartel des services publics CGTU. Fin 23, ils parviennent à une plateforme commune et revendiquent
les 1800 francs que refuse la commission des finances. Les deux organisations décident alors une manifestation place de l'Opéra le 17 décembre à 17h30. Le 14, Jean Bello, qui est alors secrétaire du syndicat national des agents confédérés, signe une circulaire dans laquelle on peut lire à propos de la manif, je cite, « La manifestation aura lieu. Pour éviter toute confusion, je vous assure que la manifestation aura lieu, même si le gouvernement en annonçait l'interdiction. » Il est évident que le gouvernement en annonce l'interdiction et que Bello et le cartel des confédérés plient le genou et laissent la rue à la CGT. Voyons maintenant l'organisation de la FPU. Je n'ai pas beaucoup de sources, et puis parfois les chiffres sont tellement ronds qu'ils méritent d'être travaillés. Ah oui, moi aussi je suis syndicaliste. Tu as l'habitude? Non, mais ça m'inquiète toujours quand les chiffres sont trop ronds. En 1919, la Fédération postale, donc on a la CGT tout entière, hein, les deux, revendique 50 000 adhérents, ce qui pourrait représenter, d'après les chiffres que j'avais du personnel à l'époque, environ 40% hein, du personnel. En 24, la FPU recense 13 000 adhérents. En 26, le bilan est précis, 15 768. En janvier 28, elle évoque 20 000 adhérents, dont 5 300 en région parisienne. Bon, le fait que l'essentiel des forces soit concentré en région parisienne, c'est vrai. Fin 28, le bilan descend à 12 400. En 32, il n'est que de 10 200. En 35, lors de la réunification, les confédérés amènent 52 000 adhérents, les unitaires 8 000. C'est une période, comment dirais-je, où il y a une forte répression, en plus, probablement des éléments de la démarche, mais j'y reviens. En 37, quand la Fédé est réunifiée, elle totalise 111 603 adhérents pour 186 811 emplois budgétaires. Alors, les emplois budgétaires, ça ne correspond pas toujours aux effectifs. Des fois, il n'y a personne sur l'emploi ou des fois, il y en a plusieurs si c'est du temps partagé. Les élections. En 27, en région parisienne, la FPU présente des candidats aux élections du Conseil supérieur des PTT qui a été créé par la loi de 23. Elle souhaite mesurer son audience car cet organisme n'a qu'un rôle consultatif et les élus syndicaux n'ont qu'une place très minoritaire. Les unitaires arrivent en tête chez les employés, les confédérés chez les agents et les ouvriers. Le problème, c'est que le nombre de votants dépasse de 5 600 le nombre des inscrits. Jean Grandel demande que l'État récapitulatif mentionne cette anomalie. Les responsables de l'administration, déroutés, consentent à consigner le fait que, et je cite, 5 600 enveloppes ont été déposées par d'autres que les électeurs. Le scandale est évoqué à la Chambre, le ministre garde le silence. Face à cette situation, la FPU décide de ne plus présenter de candidat. C'était radical. Alors, l'organisation de la FPU. Là aussi, j'ai fait ce que j'ai pu avec des documents de congrès, notamment les congrès de 1930 et de 1932. Il y a des principes d'organisation. Ils éclairent la démarche. Mais la réalité des forces organisées qui prétendent couvrir le territoire national oblige à des adaptations qui peuvent varier d'une réalité à une autre. On affirme ce qu'on veut faire, mais je doute qu'avec les moyens dont on disposait, on ait été en capacité de les faire passer dans la vie. En tout cas, ils étaient affirmés et répétés. À peine plus de 10 régions fonctionnent et encore 2 ou 3 n'ont pas de secrétaire. Alors, un secrétaire régional devient interrégional. Il est recommandé que le comité régional se réunisse aussi pour préparer l'ordre du jour de ces séances et après pour mettre en œuvre les décisions. Une section locale réunit toutes les catégories. Elle peut regrouper plusieurs bureaux. Les plus importantes doivent élire une CE. Elles sont reliées entre elles par un bureau départemental. Constat est fait par la fédération que les catégories avancent nombre d'obstacles qui les empêcheraient de se réunir toutes ensemble. C'est-à-dire que le syndicat unique, on veut le faire, mais on constate qu'on est confronté à des difficultés. Elle insiste alors, la fédération, pour que dans chaque section, il se déroule chaque mois une réunion de chaque catégorie et tous les 3 mois une AG de toutes les catégories ensemble, ce qui démontre les obstacles rencontrés, qui peuvent être liés aux conditions de travail, aux horaires, aux lieux, etc., puis à la réalité catégorielle, le poids qui demeure avec ses limites, forces et limites. Donc, elle propose à ces sections, pour les aider, que leur soit fourni un ordre du jour type.
le fonctionnement des sections d'ouvriers, souvent pour leur régularité et leur rigueur mise en valeur dans la FPU. Bon, c'est évident que dans les discours de certains dirigeants, les ouvriers sont le modèle à l'égard des fonctionnaires. Bon, c'est comme ça, il faut c'est pointé. La propagande de la FPU. La CGTU ne néglige pas sa propagande. Elle, à la recherche de son efficacité et de la maîtrise des dépenses, c'est un souci constant, elle insiste pour que ces organisations coordonnent au mieux leur engagement sur ce terrain de la propagande. La FPU n'est pas à la traîne. Par la parole et par l'écrit, ces militantes et militants ne manquent pas d'initiative. Dans les meetings si nombreux à l'époque, leur voix marque les débats. Elles excellent dans les affrontements avec les confédérés et contribuent le plus souvent à clarifier une situation, à renforcer la mobilisation, à déclencher l'action. Pour renforcer son équipe fédérale à la propagande, l'organisation bute sur le problème des moyens financiers. Elle décide de s'appuyer sur les régions afin d'organiser des tournées assez longues et bien préparées pour qu'elles donnent de bons résultats. Les cheminots utilisent toujours cette formule des tournées. Avec mes camarades de Mitry, je l'ai souvent entendu, ce n'est pas un terme qu'on a conservé dans notre profession, mais c'était en fait l'organisation de visites des syndicats, des syndiqués, etc. Et c'était cette formule des tournées. Alors Jean Grandet, le congrès de 32, constate, je cite, que nos camarades propagandistes passent un bon jus à nos camarades et s'en retournent sans avoir contrôlé la vie des sections. Il évacue toute idée de suspicion et appelle à un contrôle fraternel pour redresser les fautes et les faiblesses. Il y a le souci de la propagande liée à l'organisation. De nombreux supports. Afin, je cite, de réfuter avantageusement la propagande de ses adversaires, la Fédé invite militantes et militants à examiner les événements en utilisant l'AVO et divers documents. Donc il y a déjà le souci de source. Elle cite aussi l'exemple de l'ARP. Celle-ci organise sur le sujet un cours constitué d'1 heure d'exposé et d'1 heure d'échange, puis la remise d'un plan aux participants. La FPU dispose aussi de journaux, notamment le Travailleur des PTT et la Bataille des PTT, dont elle tente d'organiser la complémentarité avant d'aboutir à une fusion. Son activité, comme pour les autres les organes de la CGTU, est souvent relatée dans l'AVO et dans l'Humanité. Ce sont des sources incontournables sur cette période. Quand ils et elles écrivent, ces syndicalistes ont le plus souvent le sens de la formule et de la clarté. Avec eux, l'affrontement idéologique n'est pas une formule de style. Soucieuse d'irriguer les services avec sa propagande, la FPU conseille que les tracts et affichettes partent du particulier pour aller au général, et soit pour des raisons d'économie éditées en coopération avec les UL, qui plus fréquemment sont parvenus à s'équiper en matériel d'imprimerie. Afin d'alléger le travail de la fédération, là on est sur la communication interne, tout en répondant au mieux aux besoins de terrain, celle-ci envisage de publier un agenda mis à jour annuellement qui donne des renseignements sur les salaires et des taxes administratifs, évoque aussi le programme revendication. L'action de la FPU parmi le personnel féminin. En application de l'article 6 de la loi de finances du 15 juillet 1932, des mesures de licenciement de chômage partiel, des menaces de réduction des indemnités pèsent sur le personnel et particulièrement sur les femmes. C'est la phase de la politique de déflation, c'est après la crise de 29. Or, le journal PTT, celui du syndicat national des agents, confirme que les confédérés ont collaboré à la rédaction de cet article avec le groupe parlementaire SFIO à la Chambre, sans doute en toute indépendance politique, évidemment. Pour Marie Couette, les femmes qui sont 40 000 dans les PTT représentent la part de l'État la plus sacrifiée. Organiser leur action est une tâche ardue pour la FPU. Il faut lutter contre l'esprit de catégorie qui divise et les idées rétrogrades déversées notamment par les militants du syndicat national des agents. Concernant d'éventuels débats internes à la FPU sur l'activité en direction des femmes, je n'ai à ce stade rien trouvé. Je ne suis pas sûr que, comme je travaille en même temps en ce moment sur le sport ouvrier dans cette période-là, les valeurs conservatrices imprègnent tous les milieux et les nôtres ne sont pas complètement épargnés. Alors là, je cite Marie Couette, elle parle des femmes, ajoute-t-elle, le cerveau façonné par les études prolongées dans les écoles supérieures. Afin de mener sa mission, la FPU dispose d'une commission féminine qui travaille en étroite collaboration avec l'EBF et la CE fédérale.
Par la presse, par des tracts, par des réunions, la FPU mène campagne sur le thème « À travail égal, salaire égal ». Cet engagement paie. À partir de 25, l'administration est contrainte de reconnaître le bien fondé de la revendication. Marie précise concernant les dames commis et les commis dont le recrutement est identique, il y a un grade pour les femmes et un grade pour les hommes, ils ont recrutement identique mais évidemment carrière inégale. On peut faire ressortir que dans les ambulants, les hommes ont souvent un travail plus dur, mais les dames au téléphone de leur côté ont une tension nerveuse plus forte à supporter. D'ailleurs, il a été reconnu par l'administration elle-même que le travail était identique et représentait la même valeur. Pour tenter de briser cette mobilisation montante, l'administration utilise l'influence réformiste. Une ligue féministe, je reprends les termes de Marie Couette, une ligue féministe petite bourgeoise naît, divisant le personnel, dressant les femmes contre les hommes, provoquant ainsi la création d'une association de commis s'opposant à l'égalité des salaires. Cette ligue rejoint la CGT confédérée, dont les manœuvres des dirigeants permettent à l'administration de cantonner sa réponse à des promesses en trompe-l'œil, sacrifiant 16 000 dames sur 26 000, promettant aux 10 000 bénéficiaires qu'après 25 ou 30 ans de service, ce que les hommes obtenaient en 18 ans. Je me suis arrêté là dans mon texte, mais en fait, cette ligue se dissout, ses principales militantes rejoignent la CGT confédérée, et Adèle Lecoq prend la tête d'un comité d'entente, et la lutte continue. Et en fait, la boîte veut imposer un examen pour l'accès à l'égalité, et elles parviennent par des manifs, des actions, etc., à obtenir gain de cause. Ceci étant, dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, il leur faut beaucoup plus de temps que pour les hommes, et elles ne passent pas toutes au nouveau grade. Mais c'est la vérité. Alors, je continue parce que, un petit mot à propos de l'activité de Marie-Thérèse Fleury. Elle mène campagne contre les licenciements, le chômage partiel, le recrutement d'auxiliaires licenciables. Elle réunit 8 à 900 auxiliaires à la Bourse à Paris en août 1932, réalise une centaine d'adhésions, le chômage est réduit de moitié, les licenciements sont arrêtés. Marie-Thérèse Fleury, qui elle aussi a cœur d'organiser la défense des plus défavorisés, c'est une constante de la FPU. Si ça ne change pas pour ceux qui en ont le plus besoin, ça ne change pas. Donc c'est une priorité permanente. Elle cite une réponse de l'administration concernant la rémunération des auxiliaires des PTT qui, je cite, ne sont pas rémunérés d'après une échelle de salaire tenant compte des fonctions exercées et de l'ancienneté de service. Leur rétribution est fixée de gré à gré au mieux des intérêts du Trésor. C'est costaud comme citation. La commission féminine, à la suite de cette action, se renforce de 10 participantes, dont 6 militent activement. Elle a maintenant des contacts dans plus de bureaux. Ce qui est constant dans la démarche des militantes de la FPU, c'est cet appel à ce que toute la fédération s'engage à construire l'action des femmes pour leurs revendications particulières, en liant cela à la lutte pour l'ensemble des revendications. Les rapports CGT-CGTU, très brièvement, de façon à comprendre comment ça se passe au niveau de la FPU, parce que ce n'est pas en dehors de l'environnement. Donc, après la scission, durablement, CGT-CGTU s'ignorent, se concurrencent, s'invectivent, se combattent. C'est dans la petite brochure sur l'histoire de la CGT. J'ai trouvé que la formule résumait bien la réalité. Leurs positions respectives sont tranchées. À l'unité d'action, au front unique que lui propose systématiquement à tous les niveaux la CGTU, la CGT répond par unité organique. Cela signifie retour des unitaires dans la CGT, la vieille maison, dont ils devraient accepter les orientations, les structures, les méthodes. De manière lancinante, elle évoque la charte d'Amiens et invite les révolutionnaires à rompre avec toute subordination, comprendre avec le Parti communiste. Facile alors pour la CGTU de rappeler qu'elle a une conception différente de la charte d'Amiens, que ce désaccord ne saurait être un obstacle à l'unité puisqu'il devrait être tranché ensuite par les adhérents et que l'organisation devrait alors s'y soumettre. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de vous citer ça, non sans cynisme, la CGTU raille la subordination des dirigeants de la CGT, particulièrement de Léon Jouot à l'ordre bourgeois. Par exemple, parce que certains d'entre eux, ainsi que des dirigeants socialistes, sont délégués par les gouvernements bourgeois à la Société des Nations, au BIT de Genève, au Conseil économique du travail, alors qu'ils appliquent des lois d'exception contre les militants de la CGTU et du PC. Quant à Léon Jouot,
La CGTU admet qu'il baise l'icône de la charte d'Amiens afin de franchir les portes de M. Briand et récite quelques litanies sur la neutralité politique, mais refuse de faire de ce rite une condition sine qua non à la reconstitution de l'unité. Il manquait pas du... Alors, la réunification dans les PTT. Le congrès fédéral se tient du 10 au 14 décembre 1935 à la Grange-Aubel. 481 délégués, mais remarquez bien la constitution des délégués. 108 agents, 107 employés, 104 ouvriers. Donc, on a toujours en toile de fond la présence de ces trois bases d'organisation catégorielles. Je cite, ça doit être le document de fin, déclaration du Congrès. Le Congrès proclame sa conception du syndicalisme comme un mouvement d'adhésion volontaire et consciente, rassemblant en dehors de toute école politique, philosophique ou confessionnelle tous les travailleurs instruits de la lutte des classes pour la défense de leur intérêt professionnel et la libération totale du travail par l'expropriation capitaliste. Cette conception laisse à chacun une entière liberté en dehors du mouvement syndical, mais implique en réciprocité l'interdiction d'introduire dans le syndicat les luttes politiques menées en dehors. Le bureau fédéral élit à l'unanimité le secrétaire général Albert Perrault, le secrétaire général adjoint Henri Gourdeau, les secrétaires Moreau, Maté, Cougninck. Je ne peux pas les laisser dans l'anonymat. Albert Perrault deviendra directeur de cabinet de Belin à Vichy. Henri Gourdeau, on le connaît. Et il sera l'organisateur de la résistance dans les PTT. Moreau est un camarade qui a voté pour l'adhésion, pour la création de la FPU, et qui sera résistant et qui rejoindra, après la guerre, qui rejoindra Force ouvrière, selon les informations que j'ai pu trouver dans le Métron. Maté, il est connu pour une célèbre formule utilisée au congrès confédéral de Toulouse: mieux vaut la servitude que la guerre, parce que la guerre, on n'en revient pas. Donc ça a suscité évidemment de nombreuses réactions, y compris même Léon Jouot, dans un conseil national ultérieur, a été obligé d'intervenir sur le sujet. Cougninck, personnage contesté dans les PTT, il est accusé au moment de la libération d'avoir combattu la grève insurrectionnelle. Bien, il a passé un mauvais moment, mais il a été rétabli dans tous ses droits à la libération. Et vous savez, j'en suis sûr, je l'ai lu dans le journal de Force ouvrière. Le Congrès confédéral d'unité se tient à Toulouse en mars 1936. Il ne clôt pas le débat entre deux conceptions du syndicalisme, le réformisme et le syndicalisme de classe. Il est un compromis à un moment donné. Alors, comment on en est arrivé à la réunification? Le début des années 30 connaît la montée du chômage, l'entente patronat-gouvernement pour renforcer l'exploitation des travailleurs du privé et du public, intensifier la répression. La montée du fascisme qui menace gravement la France et a déjà pénétré l'appareil d'État, le risque de guerre, tout cela permet prise de conscience et mobilisation. L'unité d'action progresse malgré l'opposition de la direction de la CGT. Le 6 février 1934, la droite et l'extrême droite tentent un coup de force contre la République. Malgré bien des obstacles, la riposte s'organise. Plusieurs travailleurs perdent la vie dans l'affrontement avec les factieux ou avec la police. Le 12 février, c'est la grève générale à l'appel CGT et CGTU avec le soutien du PCF et du PS. Oui, la profession y a été présente très fortement. On compte près de 5 millions de grévistes. D'une seule voix, les 200 000 manifestants à Paris crient unité d'action. Le 27 juillet 1934, le PCF et le PS signent un pacte d'unité d'action. Évidemment, à ce moment-là, le mouvement populaire prend de l'élan. Et dans le PTT, quel chemin a pris le processus de réunification? Dès sa naissance, les responsables de la FPU ont affirmé leur volonté de reconstruire l'unité. Même si l'interprétation fluctuante de certains mots d'ordre comme le front unique, la lutte classe contre classe a pu nourrir un temps de l'étroitesse et des erreurs d'appréciation. D'ailleurs, à ce propos, camarade Gilles Pichavant, qui s'est trouvé les documents, m'a envoyé un rapport du 11 février 1933 présenté au comité central du PCF par Maurice Thorez. Il s'en prend à un communiqué de la région parisienne de la Fédération postale. Il lui reproche de séparer le front unique de la lutte contre la social-démocratie, car selon lui, plutôt que d'isoler les chefs confédérés, il cherche à les amener dans les initiatives.
Bien, ça a dû susciter débat. Durant toute son existence, les militantes et militants de la FPU ont entretenu des contacts avec leurs homologues confédérés. Je me suis interrogé parce qu'il y a des fois des Maté, par exemple, dont j'ai évoqué le parcours tout à l'heure, on le rencontre souvent aux côtés de Grandel dans des meetings. Et il y a eu des contacts sur un processus de, comment dirais-je, d'unité d'action. Bon, je ne sais pas ce que c'est lié à cette profession où, quand on n'est pas révoqué, on passe toute sa vie dans le même métier, on a l'occasion de se croiser, de se voir. Il y a peut-être il y a des raisons de fond, mais après, il y a la vie. Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, les échanges personnels et directs, les échanges de courrier, en imposant leur présence dans des meetings, parce qu'ils sont battus quelquefois pour y entrer dans les meetings et s'y imposer, en organisant en commun des meetings, en cherchant à se faire inviter dans des congrès. Plusieurs fois, la FPU va à la réunion de la Fédération postale, il arrive qu'elle puisse intervenir, mais c'est rare. Évidemment, il faut vaincre des obstacles et des soupçons. Quand un syndicat confédéré montre des velléités unitaires, c'est la Fédé qui intervient pour y mettre un terme. Quand la fédération en montre, c'est Léon Jouot qui intervient en personne, comme c'est le cas au congrès de mai 1928. Soupçons aussi les unitaires quand ils pensent que la présence des confédérés dans une lutte n'a pour objectif que de faire fonctionner la soupape qui empêchera les luttes de plus grande ampleur. Pour surmonter les clivages syndicaux, la FPU valorise le développement des comités de lutte. Elle ne les considère pas comme une nouvelle forme d'organisation syndicale émanant de la base pour supplanter les organisations syndicales. Elle les voit comme l'ensemble du personnel qui se groupe dans la lutte, se donne une délégation dans l'unique but de régler d'une façon méthodique la propagande et l'agitation, assurer et entretenir la liaison avec les autres organisations de lutte. Autant dire qu'elle entend les investir avec l'espoir que ses méthodes d'action et son programme soient validés par la masse. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. À partir de juillet 1934, des syndicats uniques voient le jour dans les PTT. Le premier à Tulle, en Corrèze, chez les agents des lignes. Le second à Montrouge-Malakoff, toujours aux lignes. À chaque fois, le bureau élu comprend 4 unitaires, 4 confédérés, 2 inorganisés. Dès septembre, la bataille des PTT, le journal dont j'ai parlé, tient une rubrique hebdomadaire, la page des syndicats uniques. Il se développe à la vitesse d'une traînée de poudre. Afin de ne pas affoler les confédérés, Henri Gourdeau prétend que la FPU n'en est pas à l'origine. J'avoue que je ne parviens pas à le voir. En guise de conclusion, quels enseignements peut-on tenter de tirer de ces 14 années d'existence de la FPU? Pour moi, il s'agit d'essayer de comprendre et non de juger un processus dont nous sommes issus. La FPU est née du rejet de la collaboration des classes et de la passivité syndicale. Elle ne se résigne jamais à la division. Elle sait que le combat pour l'unité se mène en ne cachant rien de ce qui lui fait obstacle. Elle initie et ou participe à toutes les grandes mobilisations de son temps, contre la montée du fascisme, le colonialisme, la menace de guerre. Elle brise l'étroitesse catégorielle et ou corporatiste. Elle prend en compte la revendication de chacun, mais agit afin que sa prise en compte s'articule avec les revendications de tous. Avec sa revendication travail égal, salaire égal, elle s'engage dans la lutte pour les droits des femmes. Avec les comités de lutte, elle affirme la conception de son syndicalisme. C'est au plus près du terrain que la revendication et les formes de l'action sont organisées, avec la participation de ceux qui sont concernés. C'est pour elle le vrai chemin de l'unité, celui que l'on forge dans la lutte. Elle mène le combat contre la répression et pour la conquête du droit syndical. Là aussi, elle sait de quoi elle parle. Le parcours de ces militantes et militants est plein de sanctions, d'emprisonnement, de clandestinité, de privation. Rien ne les amènera à renoncer. Pour la plupart, ils et elles deviendront des cadres de la résistance et ils et elles contribueront aux grandes conquêtes économiques et sociales de la libération. Évidemment, certaines déclarations de la FPU, certaines de ses initiatives étaient empreintes d'étroitesse et de sectarisme. Parfois, son volontarisme excessif se nourrissait d'une vision idéalisée de la capacité de mobilisation des masses. Probablement aussi que sa volonté de constituer une direction fédérale d'un même bloc, dénonçant sans ménagement la moindre faiblesse et sa volonté d'influencer les masses, ne faisait pas bon ménage. Mais qui pourrait lui reprocher? L'heure n'était pas encore au défi démocratique. Merci Alain beaucoup de cette
introduction beaucoup travaillée, même si tu nous as dit qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Je travaille pas vite, c'est ça. Et voilà. Et donc, bon, maintenant, on va, comme on le fait traditionnellement, ouvrir la discussion. Michel, tu veux dire un mot d'appréciation générale un peu? C'est des questions. Des questions. Ouais. Alors, il y a vraiment une question sur le paysage syndical. Donc, tu nous as parlé des confédérés. Est-ce qu'il y a, comme on le voit dans d'autres secteurs de l'administration, des autonomes? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Sur ce point, ils sont très peu nombreux, ils existent. On les retrouve dans la réunification de 1935, mais à aucun moment les autonomes ne pèsent réellement sur la vie syndicale dans les PTT. C'est une constante. Les personnels réformistes ou révolutionnaires, ils choisissent le syndicalisme confédéré. Alors, à propos des effectifs, en gros, l'évolution de la fédération, c'est celle de la CGTU. C'est-à-dire ça monte jusqu'en 26-27, et puis après, il y a une chute quand même, un vrai décrochage par rapport à la CGT. Donc, qu'est-ce qui... Alors, tu as évoqué la répression, mais d'évidence, quand on entend les propos qui sont tenus en 1930-1931, il doit y avoir aussi d'autres éléments. Et jusqu'à quel point les difficultés, alors d'après les sources que tu as pu consulter, hein, donc, jusqu'à quel point l'écho de ces difficultés est-il évoqué à la fédération ou dans les congrès? Et puis, la troisième question, c'est peut-être la plus large. Alors, ça concerne Marie Couette, finalement. Et on peut l'aborder à travers Marie Couette, parce que on la voit signataire d'un document qui est finalement interne au Parti communiste, puisque c'est les communistes qui s'adressent à l'internationale communiste, et on voit quand même une critique très sévère de la manière dont la bolchevisation s'effectue en France. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme héritage syndicaliste révolutionnaire? Parce que ce qu'on a vu ailleurs, dans les fédérations qu'on a étudiées jusqu'à présent, c'est qu'on y trouvait vraiment un véritable héritage et une continuité, sauf qui n'est pas rien sur la question du rapport au parti politique, mais qui avait quand même une forte continuité avec le syndicalisme révolutionnaire. Et alors, qu'est-ce qu'il en est dans la fédération unitaire? Voilà, pour moi, pour le moment, c'est tout. Sur les effectifs, l'écho des difficultés, je l'ai relevé, moi, par exemple, quand on traite des questions d'organisation, le nombre de régions, les difficultés des régions, quand on parle des difficultés pour se réunir, des choses de cette nature. Après, on l'évoque à propos des jeunesses, on les accuse en raison du manque d'activité, mais c'est un débat de fond, en fait, c'est les questions de rapport aux politiques qui sont posées. Mais après, je n'ai pas... Il y a des choses que je ressens parce que comme syndicaliste, il y a des choses qui retiennent mon attention. Quand on sait l'objectif qu'on se donne en matière d'organisation et qu'on connaît les effectifs, on dit que ce n'est pas possible, quoi, parce que évidemment, il y a des militants et des militantes de premier plan, des animateurs impressionnants, mais ça ne suffit pas pour mettre en mouvement tout ça. Après, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Il faudrait qu'on continue à travailler parce qu'il y a quelques congrès qu'on a dans leur intégralité. On pourrait retravailler dans ce domaine. Alors après, sur, comment dirais-je, le débat avec Marie Couette, enfin, c'est l'affaire de la pétition, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même que Gourdeau, il est responsable au niveau du Parti communiste de la commission syndicale,
et en même temps, il est secrétaire général de la fédération. Donc, c'est pas possible que des questions ne viennent pas dans la fédération. Par contre, rien ne transpire. Et Marie Couette est du début à la fin, et même bien au-delà de la FPU, un personnage incontournable dans la vie de la fédération. Alors après, sur les... Excuse-moi. Il y a beaucoup de signataires de la pétition qui non seulement vont quitter le Parti communiste, mais vont devenir des oppositionnels dans la CGT. Mais là, j'ai cité le cas d'un secrétaire général. C'est quelques cas comme ça que j'ai pu identifier. Mais après, il y a des choses un peu compliquées aussi. J'ai essayé en allant sur le site Pandore de voir un petit peu les comptes rendus. C'était des camarades de la CGTU, des camarades comme Reynaud de la FPU et Gourdeau de la FPU qui siègent dans les instances du Parti communiste. Mais je n'ai pas eu le temps comment dirais-je, d'accéder réellement. Il faut un peu de savoir-faire et un peu de temps, hein, parce qu'en plus, c'est des comptes rendus manuscrits, ce n'est pas toujours ce qui est annoncé qu'on trouve, etc. Mais par exemple, il y a toute une période où même Montmousseau dit que en fait, on ne va pas aux réunions, on ne sait pas ce qu'on y fait. Il y a des débats qui sont un peu compliqués. Mais dans la FPU, j'ai essayé, pour reprendre une formule de Marx qui m'avait beaucoup plu, quand il disait les idéologues bourgeois bouchent les trous de leur ignorance avec du foin idéologique. Là, il y a des choses que je n'ai pas trouvées, que je ne sais pas. Franchement, je m'interroge. Hein, quand je disais qu'il y en a plus à travailler que ce qu'on peut affirmer. Après, sur l'héritage après la réunification de 1935, malheureusement, on connaît la période qui va suivre, et très vite, on retourne à la division et au passage dans la clandestinité. C'est vraiment la fédération postale, on l'appelle encore comme ça en 1945 au Congrès de Limoges, qui est vraiment la continuatrice des valeurs, comment dirais-je, qui a défendu la fédération postale unitaire sur le syndicalisme de lutte de classe, sur l'organisation syndicale en articulant ces questions du syndicat unique et des catégories. C'est vraiment à ce moment-là que les choses, comment dirais-je, s'affirment. Et en fait, les cadres de cette fédération réunifiée, pour l'essentiel, c'est les cadres de la FPU, hein, ceux qui ont fait le Front populaire, qui ont pu survivre à l'occupation. C'est ça qui fait la continuité, parce que la période 36-38, comme ailleurs, ailleurs dans la CGT, dans le pays, elle est terrible. Elle est terrible. Mais les identifications catégorielles, la vieille structuration du syndicalisme des postiers, on en retrouve les traces tout au long de l'histoire de la CGT. Et dans la CGT confédérée, on a aussi cette trace. Bien sûr aussi. Les deux structures continuent de coexister, disons, et elles continuent à avoir des correspondances catégorielles entre elles. Oui. Il y a des rencontres dans toute cette phase-là de division. Il y a des rencontres. Alors la différence entre les confédérés et les unitaires, c'est que les unitaires se battent pour le syndicat unique et pour le poids d'une fédération, alors que chez les confédérés, il demeure l'autorité en fait du syndicat sur la fédération. Et puis les rivalités, des choses horribles d'un point de vue syndical. C'est pour ça que la citation sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, c'est vraiment le contre-pied de cela. Mais sinon, effectivement, il y a des rencontres, des meetings communs, des actions communes qui se font par les catégories, y compris avec le syndicat national des agents, dont on sait malheureusement qu'il était dirigé au niveau des confédérés par des gens qui cherchaient. On voit aussi, je reviens à mes indirects, qui ont été mêlés d'une certaine manière, importante, même dans les relations avec la Fédération postale unitaire. Mais on voit qu'il y a des moments d'unité où l'unité n'est pas complète. Il y a des meetings avec des catégories. C'est ça, tout à fait. Ça complique considérablement la lecture. Ça complique la lecture. Je me rappelle m'être arraché quelques cheveux qui me restaient
à comprendre ça. Continue d'avoir un fonctionnement et des références catégorielles très fortes. Oui. Et constamment, cette question-là, elle percute les questions plus générales. C'est assez impressionnant. Oui, d'ailleurs, la difficulté rencontrée par la FPU pour que les syndicats uniques se réunissent spontanément, elle montre bien qu'il y a quelque chose de profond. Il y a bien la volonté politique, mais on se heurte à des catégories. Le prolétariat administratif. Il y a aussi cette théorie qui est transversale. Ouais. Il ne peut venir à la CGT que les gens qui appartiennent vraiment au prolétariat, même s'ils ne sont pas prolétaires au sens de leur place dans les rapports de production, mais de par leurs conditions de vie, leur niveau salarial, etc., ils se rapprochent du prolétariat. Oui, avec eux, on peut penser l'unité, mais il y en a avec qui on ne peut pas la penser. Mais il y a un aspect que j'aimerais bien travailler, c'est l'impact d'une interprétation du front unique ou du classe contre classe sur le rapport avec les cadres. Alors, ils sont très peu nombreux à la Poste. Le taux d'encadrement à la Poste est ridiculement bas jusque dans les années 60, après la grève de 74. C'est là où ça décolle au niveau du recrutement. Le taux d'encadrement est très bas. Mais même au bureau fédéral de la Fédération, dans les années 50, quand on parlait des cadres, on parlait des chapeaux. Ces gens qui portaient le chapeau. Donc, il restait des traces. Bon, et puis comme les cadres, compte tenu de cette histoire, les cadres à la Libération ont un nom plus important à FO, qu'FO était une fabrication de la SFIO. Les cadres réprimaient, c'était un clivage syndicalo-politique et catégoriel redoutable. Juste, peut-être. Il y a un acteur quand même qui est l'État. Et ce qui est intéressant dans le cas de ta fédération, c'est la première où on rencontre des agents de l'État. Et donc, sur ce clivage qui recoupe un clivage qu'il y avait avant la Première Guerre mondiale, parce qu'au fond, avec les enseignants, les postiers sont les premiers fonctionnaires qui, relativement en nombre, se syndiquent et se confédèrent. Et, alors que les confédérés, qui sont dans les deux cas, après la Première Guerre mondiale majoritaire, recueillent plus largement l'héritage amicaliste, soutenu, appuyé ou compris, on va dire, en tout cas, par l'administration. Et ça rejoue après la scission, où d'une certaine façon, on le sent bien, tu l'as dit, les confédérés n'ont pas du tout le même rapport à l'administration et réciproquement, l'administration n'a pas du tout le même rapport avec eux qu'avec les unitaires. Et c'est pour ça que je te posais la question du legs syndicaliste révolutionnaire. Autrement dit, est-ce que la fédération unitaire réfléchit à ce que pourrait être le rôle de fonctionnaire dans un autre État, dans un autre cadre, puisqu'ils se proclament révolutionnaires, puisqu'ils reconnaissent le rôle dirigeant du Parti communiste, tant qu'à faire, on pourrait peut-être aller plus loin et dire quel serait le rôle d'agent d'un État ou ouvrier, prolétarien, enfin, comme on le voudra. Là, je n'ai pas trouvé trace de réflexion sur ce sujet. J'ai peur que le modèle soit importé. Oui, non, mais même s'il est importé, ça pourrait être intéressant de voir. Je ne pense pas qu'ils aient eu le temps et les moyens. Mais il faut continuer de travailler parce que des propositions sur la gestion, je reprends souvent cette formule, il y a, dans les grèves de 1909, il y a une affiche fabuleuse qui paraît, c'est la gabegie. Il dénonce le pillage des fonds publics, les détournements de fonds, etc. Et on porte des valeurs d'intérêt général, de développement du service public. Mais pour l'instant, je n'ai pas
Non, c'était le combat syndical sur les revendications immédiates, plus l'actualité, la répression, etc. Et après, des projets, même autour de la loi de 23, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai cherché, évidemment, que ça m'a préoccupé, parce qu'au congrès de 1945, par exemple, un des moments forts, c'est justement la réflexion sur le service public. Ouais. Et puis plus tard, le projet, alors, cette fois qui vient de FO, de la régie, ouais. Qui est en fait une nationalisation industrialisée, si on peut dire, à la bonne PTT, quoi. Mais leurs journaux de la Fédération, je connais mieux ceux évidemment ceux de FO d'après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ils n'existaient pas en tant que tels avant, mais la taille des articles sur ce type de sujet est impressionnante. Mais tu ne sais plus si ce sont des cadres de l'administration qui écrivent ou des syndicalistes. Il faudrait qu'on regarde peut-être un peu les choses du côté de la réflexion, parce qu'il y a eu une réflexion sur l'implication des fonctionnaires dans un état d'une autre nature. Je pense notamment aux travaux de quelqu'un qui s'appelait Roger Franck, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le travail au pouvoir ». Et il a essayé de travailler, tu n'as pas croisé ce personnage du tout, Roger Franck. Il a essayé de travailler sur ce que pouvaient être les fonctionnaires dans le fonctionnement d'un État différent de celui qu'ils connaissaient, de l'État, comment dire, qui les méprisait, qui les écartait de toute décision, etc. Et donc, il y a eu des réflexions qui ont été pendant un moment conduites dans ce cadre. Mais on trouve aussi, je ne sais pas, dans l'État, tout le Front populaire autour de l'État moderne, de X crise et tout ça, il n'y a pas eu des choses qui n'ont pas été. Je n'ai pas rencontré. J'ai un souvenir avec ce que tu dis là. Je crois que c'est une intervention de Marie Couette qui porte d'ailleurs à la Libération. C'est elle qui représente, enfin, elle est une représentante de la CGT à l'Assemblée constituante. Et je sais que sur le budget des PTT, elle travaille sur des questions économiques, notamment la rémunération des fonds de roulement, des fonds en dépôt, des chèques postaux et de la caisse d'épargne. Il y a une analyse critique du point de vue économique sur le développement de la poste rurale, que j'évoquais en introduction en disant comment ça se faisait au détriment du personnel et en transfert déjà sur les collectivités territoriales. C'est analyse critique. Après, des réponses, c'est les moyens, c'est surtout autour des moyens. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu plus. Mais il y a encore beaucoup de choses à consulter. Mais c'est des choses qui sont très peu étudiées, mal connues, alors qu'il s'est passé des réflexions. Mais elles sont restées peut-être aussi, comment dire, l'apanage de petits groupes. Hein. C'est possible. Moi, avec mes liens directs, je les ai rencontrés, ces questions. C'est pour ça que je me permettais de te demander si toi aussi tu avais croisé ces dimensions qui sont très méconnues. Mais il y a des gens qui ont essayé de réfléchir à ces choses-là. Et les matrices, d'une certaine manière, une des matrices du statut de la fonction publique, elle est née de toutes ces réflexions. Est-ce que vous avez, parce que là, finalement, on vous a peu laissé la parole. Michel et moi, on l'a confisqué. Je pense que s'il avait voulu, il l'aurait prise. Non, mais vous avez la parole. Sauf si vous ne la voulez pas. Ici, c'est le règne de la liberté, vous savez. Bon, vous voulez... Ah, Marie, je savais bien que tu allais dire quelque chose. Moi, je veux revenir sur la Ligue des dames, l'affaire de la lutte des dames employées pour obtenir les mêmes salaires que les communes. Les communes étant des hommes, les dames employées des femmes, même niveau de revenu, pas même de déroulement de carrière dont on a parlé. Mais c'est surtout de la stratégie de la CGTU, la FPU, par rapport à ce conflit. Comme tu l'as dit, la Ligue des dames, ce n'est pas une création de la FPU, c'est une création, je pense, des employés elles-mêmes, et qui ensuite a été récupérée par la fédération des agents de la CGT confédérée. Le principe de la Ligue des dames, pour mener le conflit, c'est que vous pouvez adhérer à la Ligue des dames
des syndiqués de la FPU, des syndiqués de la fédération CGT confédérée et des femmes qui n'étaient syndiquées nulle part. Donc, Marie Couette y a participé, étant entendu que le conflit était au téléphone et que Marie Couette allait être envoyée d'échec. Cependant, elle s'en est mêlée à essayer d'étendre, disons, la lutte au niveau des chèques. Mais c'est surtout, bon, il y a l'apogée du conflit, et puis il y a le moment que tu cites, où la principale responsable de la Ligue des Dames quitte la Ligue des Dames, enfin, plus que la quitte, la dissout, et adhère à la CGT confédérée. Et à partir de là, la Fédération postale unitaire essaye de surmonter ça avec Adèle Lecoq en créant les comités d'entente. Et moi, la question que j'ai, c'est est-ce que, compte tenu de ce qu'était la stratégie de la Fédération postale unitaire en perspective justement de la réunification, est-ce qu'on ne peut pas penser que ces comités d'entente, à partir de cette lutte des femmes, préfiguraient la stratégie qu'a eue ensuite la CGTU au plan confédéral pour parvenir à la réunification et dont on avait parlé notamment dans la conférence qu'André Maritels avait présentée, je crois que c'était la toute première. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est aussi lié aux femmes, bien sûr à Marie Couette, mais la FPU, elle est adhérente de la CGTU, bien sûr, et donc elle en applique les principes. Or, la CGTU, depuis sa fondation, depuis son congrès, prévoit dans ses statuts la création des commissions féminines et le fait qu'avant chaque congrès de la CGTU doit se tenir une conférence féminine sur les revendications féminines. Donc, je pense que la FPU est à la fois, elle est force motrice, en même temps, elle est influencée par cette volonté délibérée de la CGTU. Par contre, ce que je ne sais pas, et je ne sais pas si tu as pu le trouver, c'est comment, est-ce qu'il y avait des commissions féminines à cette époque-là, au niveau de la Fédération postale unitaire, quel rôle elles ont ou pas joué au moment du conflit des dames employées, ou bien est-ce que le conflit des dames employées les a nourries? Voilà, ça, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Étant entendu que la structuration qu'a eu, la conception que la CGTU a eue du travail syndical parmi les femmes et de son propre travail, enfin de sa propre organisation là-dessus, a imprégné la fédération des PTT par la suite, après la libération et jusqu'à très récemment dans ses conceptions, et a beaucoup marqué Marie Couette, qui, Marie Couette, on le sait, à la libération, a été la première femme secrétaire confédérale de la CGT réunifiée et a recréé les commissions féminines qui avaient été abolies au moment de la réunification en 1936, puisque quand il y a eu la réunification, la nouvelle confédération réunifiée n'a pas donné suite aux commissions féminines de la CGT. Et donc, à la libération, Marie Couette, nouvelle et première secrétaire confédérale, recrée les commissions féminines qui découlaient de l'historique CGTU. Voilà, ça, je voulais le dire parce qu'elle a parlé de l'imprégnation de la culture CGTU au-delà de la réunification et au-delà de la libération. Pour ce qui concerne les femmes, c'est incontournable. Incontournable. Est-ce que je peux dire un mot? Des possibilités de rassembler des gens des différentes organisations et des inorganisés, je pense que ça fait partie évidemment de la volonté de la FPU, et elle affirme bien qu'elle s'y bat dans ces comités avec son identité. Non, mais elle n'est pas la résultante de ce qui se rassemble, elle se bat pour ses idées, elle veut les faire avancer. Puis dès l'instant où on est sur le terrain, on est sur la lutte, sur les revendications, dans l'action, elle est dans son élément, je crois qu'il n'y a pas de souci. Donc oui, le comité d'entente, il correspond à ce qu'on essaie de faire au niveau des entreprises, ça me paraît tout à fait évident. Les commissions, oui, il y en a une, c'est certain. Je pense avoir vu quelque chose sur une réunion avant le congrès. Alors après, j'ai évoqué le cas de Marie-Thérèse Fleury à propos des auxiliaires. Elle parle d'une commission féminine qui s'est renforcée à partir de l'action. Là, on est sur la région, enfin, je pense la région parisienne. Oui, il y a des commissions. Alors après, je pense que compte tenu de l'état d'orga, de la répression, etc., ça vit, ça meurt, ça se déplace, ça doit être très compliqué. Mais c'est certain qu'il y a une volonté. Ce que j'aurais aimé
je crois que j'avais vu dans la vie syndicale quelque chose dans un congrès de la CGTU, un débat sur l'activité en direction des femmes, et un débat contradictoire. Et j'ai pas pris de note le moment venu, et puis je n'ai pas retrouvé, parce que là c'est un peu lisse, tu as l'impression que tout le monde, dans ce que j'ai lu, tout le monde est d'accord. C'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Est-ce que je peux dire un mot La dominante, c'est quand même de faire ça. Oui, c'est Gilles Pichavant. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, Gilles, attends, juste on l'entend pas bien. Pardon. C'est Gilles. Oui, c'est Gilles, ouais. Gilles, vous m'entendez mieux, là? Dans ton micro. Ah, un micro. Tu peux te rapprocher de ton micro, en fait. Oui, ben, je vais essayer. Je vais essayer parce que je ne sais pas trop où il est. Oui, sur les dames, au niveau de l'Institut d'histoire sociale de la FAPT, donc, nous avons travaillé sur la question des dames. Je vois que vous ne m'entendez pas du tout. Alors, comment je... non, mais je ne sais pas faire. Oui, sur les dames. Moi, si vous m'entendez, dites-moi si vous m'entendez, sinon, ok. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, moi j'entends très bien. Voilà. Oui, oui, donc je pense que c'est peut-être dans la salle qu'on n'entend pas. Donc sur l'Institut d'histoire sociale de la FAPT, nous avons travaillé sur la Ligue des Dames parallèlement au travail d'Alain, hein, sur la FPU. Et j'ai fait une communication au colloque de la FNAR en septembre dernier, qui va donner lieu à publication dans le relais sans doute du début de l'année, enfin, ou le deuxième de l'année. Ce qu'il faut savoir et bien comprendre sur la question des dames, c'est que les dames des PTT se battent depuis des décennies pour l'égalité, un peu comme les institutrices chez les instituteurs. Au début du siècle, il y a des écarts de salaire considérables entre les dames et les hommes, à la fois dans l'enseignement et à la fois dans les PTT. Et puis donc, vers 1909-1910, au moment de la création de la première fédération, tout le monde s'accorde pour l'égalité de salaire, mais en fait, personne ne la veut, hein, et notamment le ministère ne la veut pas. Donc finalement, au début des années 20, quand se reconstitue la fédération, enfin en 19, quand se reconstitue la fédération, il y a toute une bagarre pour l'égalité de salaire. Et dans les congrès successifs, notamment du syndicat national des agents, le syndicat national des agents se prononce pour l'égalité de salaire. Puis il y a la scission. Et d'un côté, donc une partie vont donc à la fédération unitaire et l'autre partie, évidemment, va aux confédérés. Et à peine les confédérés se sont-ils constitués, enfin, il y a eu la séparation entre les révolutionnaires et les réformistes, que le Congrès national des agents mène bataille à l'intérieur, une tendance mène bataille contre l'égalité, et finalement obtient, j'ai plus en tête les dates, mais c'est autour de 24, obtient que le Congrès des agents décide de ne plus soutenir la revendication d'égalité entre les hommes et les femmes, mais revendique que ce soit les institutrices, que les femmes soient alignées aux institutrices. Et à partir de là, il y a une opposition, il y a une minorité donc des confédérés, dans laquelle enfin, les dames sont en complète opposition avec cette idée d'abandon d'égalité de salaire, qu'il y a un mouvement qui se constitue autour d'un journal qui s'appelle le Journal des téléphones. Hein, et donc, la FPU, à ce moment-là, à l'époque, développe un travail d'unité à la base, d'union à la base. Et à partir de là, dans les endroits où il y a des femmes, eh bien, des comités se constituent dans lesquels il y a à la fois des confédérés et des unitaires. Et là se développe une lutte. Je vais essayer de faire plus court, mais se développe une lutte des dames, une lutte de masse, hein, avec des grèves. Il y a une grève massive à un moment donné. Et donc, la Ligue des dames, les confédérés, en fait, doivent se dire à ce moment-là,
ça va nous échapper. Ça va nous échapper. Donc, il constitue une ligue, il casse l'idée des comités à la base, des comités dans les services qui se coordonnent, et en constituant une ligue des dames. La Ligue des dames dure quelques années, mène une bataille considérable, mais à un moment donné, comment dire, les confédérés, ça crée une situation de crise dans le syndicat national des confédérés, ce qui fait que le secrétaire général, là, toute la direction du syndicat national des confédérés est débarquée dans un congrès des agents. Et donc, le nouveau secrétaire général du syndicat national des agents, là, il reprend l'angle avec la Ligue des dames et il négocie l'intégration donc de la direction de la Ligue des dames au sein du syndicat national des agents. Et donc, on a une intégration du coup, parce que c'est dans l'Assemblée générale, il y a deux choses qui se passent, l'Assemblée générale de liquidation. Il y a première chose, on vote la liquidation de la Ligue des dames, et deuxième chose, on vote un appel à la syndicalisation au syndicat des agents. Et donc, il y a une opération. Du coup, les militants unitaires sont du coup exclus de la suite, d'une possibilité de suite. Donc, comme l'a bien expliqué Alain, ensuite, il y a tout un travail de mobilisation des dames avec la Fédération postale unitaire. Par contre, les confédérés, eux, ils intègrent les dames et ils abandonnent la lutte. Très vite, ils abandonnent la lutte. Voilà, je fais court, mais je vous renvoie. Enfin, j'ai été long. Voilà. Juste un mot quand même, juste un mot sur les questions d'effectifs. Ma vision des choses sur les évolutions d'effectifs, c'est qu'il y a d'abord l'effet catégorie. Gilles, est-ce que tu peux patienter? On va faire un effet son. Enfin, on va faire un réglage son de notre côté. D'accord, okay. Juste une seconde. Hein. On ne pas très bien quand même. Donc... J'ai rien compris. Est-ce que tu peux parler, ouais? Oui. Est-ce que c'est mieux? Vas-y. Oui, 1, 2, 1, 2, 3. Désolé, mais ça ne marchera pas mieux. C'est pas mieux. Vas-y. Est-ce que tu peux parler au plus près de ton micro, s'il te plaît? Bah, là, je suis à peu près au plus près du micro, là. Ouais. Non, ça change rien. Ça vient du son, en fait, parce qu'on n'a pas on n'est pas raccordé aux enceintes, en fait. Mais j'y arrive pas. Je peux essayer ça. Gilles, est-ce que tu peux parler? Oui. Voilà, c'est mieux. Oui, ouais. Juste sur les questions d'évolution d'effectifs, je ne vais pas revenir sur les dames, mais je vous renvoie donc à la lecture du dossier qu'on va publier dans le relais de la revue de la Fédération, de l'Institut de la Fédération. Mais juste sur les évolutions d'effectifs, moi je pense qu'il y aurait des choses à étudier, c'est que en 24, il y a une opération de récupération de militants qui avait été parmi les premiers à voter l'unité, enfin à militer pour l'unité. C'est ceux qui ont été, après le congrès de 24, qui ont été mis en minorité. Chez les ouvriers se font approcher par les confédérés et intègrent le nouveau syndicat confédéré des ouvriers. Donc, il y a sans doute un départ d'effectifs. Il y a quelques traces dans la presse, avec notamment de mémoire, j'ai l'Alsace. Il y a un certain nombre d'endroits où on voit bien que les syndicats, les confédérés embarquent des syndicats ou des sections, des sections unitaires autour de là. Donc ça, c'est autour de la catégorie pour moi. C'est ce qu'a développé Alain, c'est la dimension catégorielle qui prend le dessus sur le reste. Il y a la question de la Ligue des dames, pareil, les dames, l'opération, elle rafle, je pense qu'il rafle une partie des dames. Il renforce les confédérés, même si les unitaires vont continuer la bataille, comme l'a dit Alain. Là, il y a forcément une absorption de force par les confédérés. Il y a la question de Taillard. C'est en 29, hein, qui passe au PUP ou qui constitue le PUP, etc.
là, il y a aussi sans doute un départ de militants, combien, je ne sais pas. Et puis, voilà, il y a plusieurs étapes comme ça où les unitaires se font attaquer et affaiblir par des manœuvres où on absorbe des groupes comme ça de militants. Je pense qu'il y a, à mon avis, des choses à fouiller autour de ces questions-là. Ces moments-là, ces moments compliqués. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé pour la première partie. Mais je crois que les copains qui sont sur Internet, ils ont entendu. Il y en a un qui m'a dit qu'ils avaient entendu. Oui, oui, très bien. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si ce n'est pas le cas, je vais dire quelques mots de conclusion. D'abord, pour remercier Alain. On a fait l'enregistrement, donc il sera accessible dans les meilleurs délais. Je ne sais pas quand, mais il sera accessible. Mais on n'en a pas fini avec la CGTU, hein, on le répète à chaque séance. Le séminaire continue sa trajectoire. On a 3 conférences prévues en janvier-février et une en avril. Et entre-temps, on verra peut-être autre chose s'intercalera, mais ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le préciser. Alors, la prochaine rencontre, c'est le 10 janvier, le mardi 10 janvier, toujours dans cette salle merveilleuse et sympathique et frigorifiée. On traitera avec Serge Voulikov d'une question très importante puisqu'il s'agira des relations de la CGTU et de l'Internationale syndicale rouge. Donc la question des relations internationales de la CGTU. Le 7 février, on reviendra à un regard professionnel puisqu'on traitera de l'action et de l'implantation de la CGTU parmi les travailleurs de l'éclairage et des services publics. Et on verra ça avec René Gaudy, qui est un historien du syndicalisme de l'éclairage, comme on disait autrefois. Et le 14 février, avec un jeune doctorant en histoire qui s'appelle Théo Bernard, on aura un exposé sur la CGTU et les grèves ouvrières au début des années 1930, donc un regard transversal sur la conjoncture et sociale et économique peut-être de la période. Ensuite, nous ferons pour l'instant un bond au mois d'avril, 11 avril, toujours un mardi. On retrouvera Jean-Louis Robert, qui est un habitué de nos conférences, et qui nous présentera une étude comparée de l'action et de l'implantation de la CGTU chez les cheminots et parmi les métallurgistes, qui ont été 2 fédérations très importantes de la CGTU. Voilà, donc voilà le programme qui vient. Là, aujourd'hui, on va s'arrêter. Je remercie encore une fois Alain de son intervention. Et je vous remercie de votre participation en présentiel, comme on dit. Ce mot ça a un horreur, mais je le dis aussi. Et puis de ceux qui ont pu nous suivre à distance, que je salue bien fraternellement. À très bientôt.